Vous les avez sûrement croisés, dans la vie ou sur la toile. Tu penses que Bush peut être à l'origine de ces attentats? Je pense que c'est possible. Leurs obsessions se nourrissent de nos malaises et finissent par semer la confusion. Vous leur parlez de l'actualité, de la guerre et de l'état du monde, eux n'y voient que des vérités cachées, des journalistes vendus et des complots à chaque coin de rue. La guerre contre la Libye a été décidée il y a 10 ans. Ça n'a aucun rapport avec les événements récents, le printemps arabe, tout ça. Eux, ce sont les conspirationnistes. Des sites qui se disent indépendants, mais généralement pour vous vendre de drôles de propagande. Qui sont-ils vraiment? À qui profitent leurs théories du complot qui ont tant de succès sur Internet? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Notre enquête démarre en Bretagne. Ces vaches ne se doutent de rien, mais à quelques pâturages de là, d'immenses conspirations sont mises à jour dans cette maison. Par cet homme, Arnaud Mansouri, un éditeur qui se dit entré en résistance, et sa résistance passe par cette collection. Des livres vous promettant d'étonnantes révélations sur l'apocalypse ou le terrorisme, une idée née avec l'attentat du 11 septembre. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était des livres qui traitaient du 11 septembre, de la remise en cause de la version officielle. Et ce filon est loin d'être tari. À en croire les amateurs de complot, Ben Laden n'a pas pu faire tomber les tours du World Trade Center sans l'aide des Américains. Pas plus que les Arabes n'ont su déclencher le printemps arabe sans l'aide de la CIA. Mieux, les Américains auraient exagéré le danger terroriste, mais miseraient maintenant sur d'authentiques djihadistes pour remodeler le Moyen-Orient. La logique de ces récits, la CIA serait capable de tout pour déstabiliser le monde comme au temps de la guerre froide. Certains militaires américains, mais au plus haut niveau de commandement, le JCS, le comité des chefs d'état-major, avait des plans pour une attaque préemptive contre l'Union soviétique, nucléaire donc, une attaque nucléaire qui aurait fait 140 millions de morts. On est dans c'est plus de la paranoïa, là, c'est de la psychopathie. Mais qui est parano dans cette affaire? À quoi reconnaît-on quelqu'un qui doute d'un conspirationniste? J'ai rendez-vous avec un blogueur qui a l'habitude de se poser toutes ces questions. Rudi Reichstadt. Il anime un site entièrement dédié à l'étude des conspirationnistes, Conspiracy Watch. Pourquoi tant d'énergie? C'était vraiment nécessaire sur la toile? Je pense que c'était nécessaire pour contrer tout un tas de délires qui n'ont fait qu'aller croissant depuis les 10 dernières années. En gros, depuis symboliquement les attentats du 11 septembre 2001, où on a assisté à un déferlement sur Internet, à une croissance, je dirais pas exponentielle, mais très nette, très sensible. Cette théorie du complot, qui avant avait une diffusion assez confidentielle en fait. Et comment vous définiriez justement cette théorie du complot? Parce que des vrais complots, il y en a, ça existe. Les vrais complots, il y en a, c'est indéniable, personne ne dit le contraire en plus. Pour moi, c'est un récit qui a une prétention explicative, qui explique un événement marquant de l'histoire, de l'actualité politique, et qui l'explique en faisant intervenir l'idée d'une conspiration, mais qui a cela de spécifique que la conspiration n'est jamais vraiment démontrée, qu'elle est postulée sur la base d'un certain nombre d'accumulations d'éléments mis bout à bout, et surtout avec cette question centrale, à qui profite le crime, qui est censé en fait tout expliquer, voilà. Voilà, c'est ça une théorie du complot. Si vous deviez nous présenter la galaxie de ceux qui prescrivent des complots, vous diriez qu'ils sont de quel profil? Quels sont les principaux sites? Les principaux sites, alors des sites qui s'inscrivent très clairement dans l'extrême droite française, liés aux identitaires ou quelque chose de plus traditionnel, plus frontiste, voilà. Et puis
à l'opposé, mais pas si loin que ça finalement, des sites qui s'inscrivent dans un horizon progressiste, anticapitaliste, très anti-impérialiste. Mais alors, quels sont leurs ennemis communs qui expliquent ces rapprochements entre des gens partis d'horizons si différents? En fait, ils partent d'horizons très différents, mais ils partagent une vision du monde anti-système. En gros, derrière l'apparence de la démocratie, derrière la façade démocratique, eh bien, il y aurait des oligarchies, une élite cachée qui tirerait les ficelles en coulisses. Et c'est contre cette oligarchie qu'il s'agirait de se battre, quitte à faire des alliances complètement contre nature. C'est pourtant vrai qu'on trouve de tout dans la galaxie des conspirationnistes. Des sites d'extrême droite comme Faits et Documents, ou Égalité et Réconciliation, ou d'extrême gauche comme Investigation ou Alter Info. Mais le champion toute catégorie des sites conspirationnistes, leur source à tous, c'est ce site-là, le réseau Voltaire. Visité chaque mois par près d'1,5 million d'internautes de tous les continents et animé par un Français, Thierry Messon. Souvenez-vous, le grand public l'a découvert à la télévision en 2002. Pour un livre, L'effroyable imposture et son sous-titre alléchant, aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Ce serait un missile. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Ce qui n'est pas difficile à comprendre, c'est que Thierry Messon joue sur un effet d'optique lié à une photo et met délibérément de côté d'autres clichés, montrant un trou immense, pouvant tout à fait correspondre à l'impact d'un avion. La façade étant blindée, l'avion s'est complètement désintégré sur cette façade et on a eu des centaines de débris qui jonchaient la pelouse du Pentagone. Ces débris, Thierry Messon les occulte. On les voit pourtant sur d'autres photos prises par différentes agences de presse. Mais il y a évidemment des débris, il y a même des photos des débris, et il y a des pièces, des moteurs, des éléments qui permettent sans aucun doute d'expliquer qu'il y a un avion qui s'est crashé contre le Pentagone. Jean Guinel a enquêté point par point sur la thèse de l'effroyable imposture. Et sa conclusion est sans appel. Elle ne tient pas la route. Je demande aux complotistes de me dire où sont passés l'équipage et les passagers de l'avion, puisqu'ils ne seraient pas morts dans l'attentat. Où sont-ils depuis 10 ans? Cette question, dérangeante pour sa thèse, Thierry Messon préfère l'ignorer. Tout comme les indices très nombreux accréditant la réalité d'une attaque menée par des pirates de l'air djihadistes. Ce n'est sans doute pas un hasard si son livre a tant de succès dans des pays préférant croire à un complot américain. Comme ici, dans une librairie du Caire. C'est une analyse journalistique très pertinente. C'est le premier livre qui est sorti sur le 11 septembre. Tout le monde voulait l'avoir. Ce livre est également très apprécié par les journalistes de la télévision russe, où Thierry Messon est régulièrement invité depuis l'effroyable imposture. Thierry Messon был первым, кто усомнился в официальной версии расследования. Трудно будет задать вопрос, а может быть грабят планету, и мы ждем многого от вас, от России. Только вы можете остановить все. Mais ce ne sont pas les seuls admirateurs de Thierry Messon. Le régime qui apprécie certainement le plus l'effroyable imposture est en Iran. Le président du réseau Voltaire s'y exprime souvent, à l'invitation des médias officiels, et va même jusqu'à rencontrer les plus hautes autorités d'un régime liberticide. Contesté par des milliers d'opposants, il n'hésite ni à torturer, ni à réprimer dans le sang. Mais Thierry Messon ne soutient ni ces démocrates, ni leur liberté d'expression. Les auditeurs à vraiment abandonner toutes les idées que vous avez sur les rendez-vous, que vous ne connaissez rien. Parce que tout ce qu'on vous a dit était faux.
Mais vraiment tout, c'est incroyable quand on va là-bas, ça n'a absolument aucun rapport. Dans les médias occidentaux, on dit la mollacratie, c'est ridicule, le pays n'est pas du tout dirigé par le clergé, il est dirigé par les gardiens de la Révolution. Et ces gens-là ont une légitimité extrêmement forte, elle n'est absolument pas contestée par la population, mais... Ce parti pris est stupéfiant quand on connaît le passé de Thierry Meyssan. Avant de fréquenter la planète des intégristes et des censeurs, le président du réseau Voltaire a eu plusieurs vies, à l'opposé de ses engagements actuels. Dans les années 70, il fut l'icône d'un mouvement chrétien exalté, le renouveau charismatique, avant de devenir activiste gay, franc-maçon et secrétaire national du Parti radical de gauche. En 1994, il fonde le réseau Voltaire, pensé à l'origine pour défendre la liberté d'expression, le droit à la pornographie et la laïcité. Notamment grâce à un bulletin qui alimentera la classe politique et les journalistes, en révélations croustillantes sur les intégristes chrétiens. En 1996, le réseau Voltaire participe même activement aux manifestations protestant contre le financement public de la visite du pape. Le but de notre manifestation, c'est le respect de la séparation des églises et de l'État, le refus du financement public de la partie pastorale du voyage du pape, de ses grands-messes à Tours et à Reims. 16 ans plus tard, le voilà donc passé de l'apologie de la laïcité à celle de l'ayatollah Khomeini. C'est à la fois un grand mystique qui a aidé les gens autour de lui à se transformer, vraiment à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis c'est un grand politique qui a su fixer des objectifs et enclencher un processus de révolution mondiale. C'est quelque chose. On est très loin du message du réseau Voltaire des origines. Que s'est-il passé? Il existe un fil directeur entre les différentes vies de Thierry Meyssan. Son obsession du complot. Quand il militait à gauche, son bulletin d'information voyait l'Opus Dei à l'œuvre partout, avant de trouver un filon plus porteur à l'international, le complot version CIA, qui séduit aussi bien des militants d'extrême droite que d'extrême gauche au nom de l'anti-impérialisme. Des alliances contre nature qui vont se révéler avec le 11 septembre. Thierry Meyssan n'est pas le premier à avoir cédé à la tentation de croire que le 11 septembre était forcément un complot américain. L'auteur de l'effroyable imposture n'est pas un auteur, c'est un compilateur. C'est-à-dire qu'il a rassemblé les théories émises par d'autres. Pour l'essentiel, il s'agit de 3 personnes. Emmanuel Ratier, sans doute le premier à émettre l'hypothèse du complot. Il n'existe aucune image disponible d'Emmanuel Ratier. C'est un auteur d'extrême droite, héritier d'une vieille tradition antisémite. Son bulletin, Faits et documents, s'applique à dénoncer les francs-maçons et les juifs présents dans les médias ou la finance. Il est le premier à avoir émis l'hypothèse reprise par Thierry Meyssan. Le deuxième, c'est Marty Vrayance, qui était à l'époque commissaire aux renseignements généraux et qui a lui aussi nourri Meyssan de ses théories. Et le troisième, c'est évidemment Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, vous connaissez son visage. Il se présente régulièrement à l'élection présidentielle et anime un drôle de réseau, Solidarité et Progrès, où la critique légitime du capitalisme financier verse parfois dans la paranoïa conspirationniste, notamment à propos du 11 septembre, comme dans cette vidéo postée sur Internet. Comment de l'acier ignifugé, de l'acier qui était protégé par de l'amiante, d'où les maladies qui ont atteint un certain nombre de personnes, alors que parmi les sauveteurs, comment cette chose aurait-elle pu fondre de cette façon et les tours tomber comme elles sont tombées? C'est littéralement impossible, c'est un montage, c'est un mensonge. Ces théories élaborées par de petits cercles seraient restées confidentielles si elles n'avaient pas trouvé autant d'écho sur la toile. Grâce à ce film, Loose Change, réalisé par un complotiste américain, il a troublé plus de 3 millions d'internautes rien qu'en France.
grâce à un vrai talent pour manipuler les images et tordre les faits. À 17h20, le WTC-7, un immeuble de bureaux de 47 étages, situé à une centaine de mètres des Twin Towers, tombe à son tour. Comme lorsque le film prétend qu'une troisième tour, la tour 7, n'a pas pu s'effondrer à cause de l'incendie déclenché par l'attentat. Alors que tous les bâtiments voisins sont intacts, le WT-7 s'effondre bien proprement en 6 secondes. Explication officielle, la pluie de débris des Twin Towers a allumé un incendie dans l'immeuble et le feu a gagné les réserves de fioul. Explication de Loose Change, ce seraient des explosifs destinés à faire disparaître des dossiers compromettants. La SEC, équivalent de la COB française, y stockait entre 3 et 4 000 dossiers d'enquête concernant Wall Street. Alléchant, mais inexact. Des images de l'incendie dues aux débris existent. Et les ingénieurs sont formels. L'incendie a bien causé l'effondrement de la tour 7. Elle a été calculée pour une tenue au feu de 2 à 3 heures maximum. Et les incendies ont duré 7 heures. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'une tour qui est calculée pour 3 heures s'effondre au bout de 7. Jérôme Quiran est ingénieur, spécialisé dans les structures de bâtiments. Sur son site, il démonte point par point les ficelles de Loose Change. Mais ses arguments, scientifiques et sérieux, sont bien peu de choses quand la thèse du complot fait fantasmer. Toutes sortes de gens, en vérité. Une poignée de people, habitués à faire travailler leur imaginaire ou à nous faire rire. Et quelques politiques, habitués à nous dérouter. On nous dit qu'il y a un avion de ligne qui a percuté le Pentagone. On nous montre un trou de 6 mètres de diamètre et il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni aile, ni rien du tout. Alors on se moque de nous. Est-ce que tu penses que Bush peut être à l'origine de ces attentats? Je pense que c'est possible. Je D'accord. pense que c'est possible et je le pense d'autant plus que je sais que les sites qui parlent de ce problème sont des sites qui ont les plus taux de visite. Et donc je me dis que cette expression de la masse et du peuple ne peut pas être sans aucune vérité. En l'occurrence, Christine Boutin est venue chercher la vérité auprès de militants de Reopen 9/11, la branche française d'une association américaine qui milite pour la réouverture de l'enquête sur le 11 septembre. Nous sommes allés à la rencontre de ces militants en marge d'une projection organisée par l'association. Ce qui est important pour moi, c'est que ce qu'on appelle version officielle sur le 11 septembre, c'est en fait une expression qui émane des médias dominants. J'ai commencé à m'intéresser au sujet dans les années 2002-2003, quand un livre était sorti sur le sujet en disant que dans le Pentagone, il n'y avait pas eu d'avion à s'écraser. Ces zones d'ombre sont apparues le jour même. Pour moi, ça dépassait complètement la vision que je pouvais avoir de la défense des États-Unis. Ce n'est pas une conviction, c'est un fait avéré. Dans la galaxie des amateurs de complot, il faut distinguer deux profils, les naïfs et les idéologues. Chacun a ses marottes, notamment lorsqu'il s'agit de savoir quel service secret a le plus manipulé Al-Qaïda. Le rôle de l'INIMA, le service des secrets fractionnés, est super intéressant également parce que c'est eux qui concentrent toute la publicité, en fait, qui font interface entre la CIA et les réseaux Al-Qaïda. Ce qui est intéressant avec le Mossad, c'est qu'il y a des agents qui sont fait pincer. Oui, non, mais tout à fait, c'est ça qui est Parmi les conspirationnistes, il y a quand même ceux qui sont dans une espèce de passion pour les films de science-fiction appliqués à Internet et qui peuvent voir des délires partout. Tout à fait. Mais honnêtement, ce qui anime beaucoup la blogosphère, ce sont des gens beaucoup plus politiques, en fait beaucoup plus idéologues, qui sont systématiquement un peu axés sur le complot américano-sioniste. Alors, la théorie du complot, le conspirationnisme, c'est un mode de discours, donc il peut servir des idéologies très très différentes et même opposées. Mais effectivement, ce que je constate, moi, en tant que blogueur et qu'observateur de cette complosphère, c'est qu'elle est essentiellement nourrie, en tout cas pour ce qui est de la complosphère francophone, de gens comme Thierry Messant qui considèrent qu'il y a un seul empire dans le monde, c'est l'empire américain. C'est un peu
pape du conspirationnisme le français. pape, oui, le Picasso du conspirationnisme, c'est un mercenaire, Thierry Meyssan, hein, mais qui effectivement retraduit à peu près toute l'actualité politique internationale à l'aune du complot. Et à l'aune du complot, en gros, américano-sioniste, atlantiste. Le grand complot du moment, celui qui serait promis au même succès que le 11 septembre, serait un plan machiavélique, imaginé par la CIA pour remodeler le Moyen-Orient. Un complot raconté dans le nouveau livre de Thierry Meyssan, L'effroyable imposture 2, présenté ici sur une chaîne syrienne, juste après l'intervention en Libye. La guerre contre la Libye a été décidée il y a 10 ans. Ça n'a aucun rapport avec les événements récents, le printemps arabe, tout ça. Juste après les attentats du 11 septembre, 4 jours après, il y a eu une réunion à Camp David où l'administration Bush a décidé d'attaquer successivement 7 pays. Alors ça a commencé par l'Afghanistan, l'Irak, on a déjà vu, puis ça continue, il y avait une liste, et on disait après, on va attaquer en même temps la Libye et la Syrie, et à la fin de la liste, on terminera par l'Iran. Voilà. Ce sont des éléments qui sont connus. À l'époque, ils ont été rendus publics par le général Wesley Clark, qui était l'ancien commandeur de l'OTAN, et qui était opposé à ce programme. Le général Clark, c'est lui. Et vous allez voir qu'il est cité totalement hors de son contexte. Sur ces images, datant de 2007, il a effectivement rapporté une conversation qu'il a eue au Pentagone au lendemain du 11 septembre avec un expert planchant sur une piste de riposte. He pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. Le seul problème, c'est que ce plan en 5 ans n'a jamais été exécuté. Et pour cause. L'Amérique s'est enlisée en Irak, Bush a perdu face à un Barack Obama hostile à l'interventionnisme, en Libye, où il ne s'est engagé qu'à reculons, et plus encore en Syrie, malgré la répression sanglante de Bachar el-Assad. Je sais bien que la théorie du complot simplifie tout, et que la réalité d'une guerre est toujours plus complexe. Mais à force d'écouter les conspirationnistes, je n'étais plus sûr de rien. Alors j'ai pris rendez-vous avec un chercheur du Centre d'études des relations internationales, insoupçonnable d'être un partisan de l'OTAN, qu'il critique dans ses livres, Bertrand Badi. Quand vous entendez ce qu'on vient d'entendre, comment vous réagissez, en particulier sur l'idée que la guerre en Libye, par exemple, était planifiée dès le 11 septembre par les Américains dans l'idée de remodeler le Moyen-Orient? Ça me met très mal à l'aise parce que c'est un discours qui est, je dirais, d'un certain point de vue négationniste. D'abord, c'est ignorer le rôle énorme des sociétés dans la confection de l'histoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est tenté spontanément à considérer que l'histoire est faite par quelques hommes, quelques femmes qui tireraient quelques ficelles et que le monde entier s'agiterait à mesure qu'on tire les ficelles. C'est pas du tout ça. Je dirais même que l'histoire va dans le sens contraire. Sauf que je vous arrête parce que regardez, les conspirationnistes en permanence citent cette déclaration du général Clark qui vous dit, lui, alors qu'il était au Pentagone au lendemain du 11 septembre, mais moi j'ai entendu des analystes du Pentagone plancher sur une hypothèse d'attaquer au moins 7 pays dans la foulée du 11 septembre. Alors c'est ma deuxième négation, justement. La décision n'est jamais, indépendamment des sociétés dont je parlais tout à l'heure, solitaire. Elle est une transaction avec quantité de personnes, quantité d'administrations. Qui décide de la politique étrangère des États-Unis, la superpuissance, paraît-il, du monde? Le président des États-Unis. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est aussi le département d'État, ce qui est beaucoup de monde, le Pentagone, ce qui est beaucoup de monde, la CIA, ce qui est beaucoup de monde, l'appareil militaire, ce qui est beaucoup de monde. Mais là en l'occurrence, l'analyste du Pentagone qui visiblement planchait sur une hypothèse d'attaquer 7 pays. Est-ce que vous pensez que la guerre en Libye, c'est le fruit de ce plan-là,
C'est le fruit d'autre chose. Certainement pas. Certainement pas. D'abord, la guerre en Libye marque une rupture par rapport aux précédentes interventions américaines, dans la mesure où là, les États-Unis étaient à la traîne. Et où c'est manifestement une décision qui est venue de l'Europe, et singulièrement de la Grande-Bretagne et de la France et de leurs dirigeants, beaucoup plus que des États-Unis. Obama est dans un état d'esprit qui est très différent de celui de son prédécesseur, et qui est assez largement anti-interventionniste. Et ça, il y a beaucoup d'éléments qui viennent nous le prouver. Mais qu'il y ait eu un moment, une discussion entre experts, conseillers, qui ont dit mais dans le fond, on pourrait peut-être profiter de cette situation de désordre pour envisager un scénario de reconquête, d'usage massif de la force. Ça a toujours été une idée aux États-Unis, dans un contexte de grande tension, de choc, comme a été le 11 septembre, qu'un petit nombre de gens donc pensent à ce scénario, après tout pourquoi pas, mais croire que c'est ainsi que se prend la décision, on n'est pas dans Tintin. Il y a quand même un point sur lequel les conspirationnistes ont raison. La communication par temps de guerre n'est jamais désintéressée. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que les sites se présentant comme indépendants, pour mieux vous vendre des complots, sont en fait très souvent animés par des mercenaires. Prenez le cas du site InfoSyrie. Il prétend dire la vérité sur le drame qui se déroule là-bas, mais relaie tout simplement la version officielle du régime de Bachar el-Assad. Et il est dirigé par cet homme, Frédéric Chatillon, un ancien leader du GUD, l'un des courants les plus radicaux de l'extrême droite. Il est aujourd'hui à la tête d'une agence de communication, Riwal, qui travaille à la fois pour le Front National de Marine Le Pen et pour le gouvernement de Bachar el-Assad. Ces images ont été tournées à Paris en octobre 2011, alors que le régime syrien tirait sur son peuple. InfoSyrie appelait à manifester pour le soutenir. Au milieu de la foule, Frédéric Chatillon veille au grain. D'après un document révélé par Wikileaks, il rend très régulièrement des comptes au régime de Bachar el-Assad, au sujet d'articles ou d'opérations de propagande. Comme ce voyage, organisé en Syrie et au Liban en 2006, en compagnie de 3 Français. Vous reconnaissez Thierry Messon. À ses côtés, on découvre Dieudonné, l'humoriste passé du rire antiraciste au rire ciblant les juifs. Il y a aussi Alain Soral, un polémiste d'extrême droite, ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen et auteur d'un livre contre l'Empire américain. Il milite désormais au sein d'un groupe, Égalité et Réconciliation, qui relaie volontiers les thèses de Thierry Messon. Tout va bien depuis notre petite virée au Liban. Petite virée au Liban qui était sympathique. Ouais. Oui. Ouais, mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ouais. Alors tu as sorti un livre au titre provocateur récemment, Effroyable imposture 2. Oui, c'était une manière de dire que d'abord je continue, j'assume ce que j'ai fait avant, je ne reviens pas dessus. Thierry Messon assume et s'est même radicalisé depuis ce fameux voyage. Il a été organisé en 2006 pour soutenir un mouvement islamiste libanais financé par l'Iran et la Syrie, le Hezbollah, alors en plein conflit avec Israël. Et voici nos 3 Français, prenant fait et cause pour le parti islamiste, pas n'importe où, sur la chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar. On se sent une fraternité avec l'histoire qui se passe au Liban en ce moment. On a l'impression nous aussi qu'on va être obligé de rentrer dans le camp de la résistance, parce que là c'est plus supportable, quoi. Alain Soral et ses compagnons de route sont allés très loin, jusqu'à rencontrer les responsables du Hezbollah et même jusqu'à tisser des liens avec son protecteur, le régime syrien. C'est d'ailleurs en Syrie que Thierry Messon vit désormais. Un exil qui justifie dans un communiqué où il se dit menacé par les services secrets français. C'est en tout cas la version à laquelle croit dur comme fer son éditeur. Souvenez-vous, l'homme que nous avions rencontré en Bretagne.
peur pour sa vie. Donc il est parti au Liban, et puis maintenant il est à Damas. Il a travaillé, il s'est rendu en Libye pour essayer de rendre compte de ce qui se passait là-bas lors de la révolution, la pseudo-révolution. Sur cette image datant de 2011, on aperçoit effectivement Thierry Meyssan en Libye, au milieu d'un groupe de journalistes soulagés par la libération de Tripoli. Il est le seul à ne pas sourire, et ce n'est pas surprenant. Au plus fort du conflit, alors que le colonel Kadhafi promettait de noyer son peuple dans une rivière de sang, Thierry Meyssan postait des vidéos prenant la défense du régime. Dans ce pays, personne ne craint la police. C'est même un peu des je m'en foutistes souvent. Hein. Il y a un niveau de vie très élevé. Tout le monde a sa voiture ici. C'est une démocratie participative, un petit peu... Ça se rapproche du modèle suisse sur le mode politique. Le président du réseau Voltaire n'est pas seul sur ce terrain. L'homme que l'on voit à ses côtés s'appelle Michel Collomb, un auteur belge d'extrême gauche qui a lui aussi réalisé des vidéos en Libye, comme celle-ci, filmée au milieu des ruines d'un bâtiment bombardé par l'OTAN. L'OTAN a d'abord nié l'avoir commis, puis a dit que c'était un centre de commandement militaire. Alors je vous propose de vérifier ce qu'il y a vraiment ici. La visite guidée va se conclure sans trop de suspense. J'ai pu me promener ici où je voulais pendant plusieurs heures dans ce parc et il n'y a absolument rien de militaire ici. Cette vidéo de propagande est destinée au site de Michel Collomb, Investigation, qui prétend dénoncer les mensonges des médias occidentaux, mais n'hésite jamais à venir au secours des pires régimes s'ils sont menacés par l'OTAN. Il y a eu clairement plusieurs très gros médias mensonges, comme d'habitude à chaque guerre. À savoir que Kadhafi aurait bombardé des manifestations. Ça a été complètement démenti, même par des organisations très pro-occidentales en général, comme Amnesty, Human Rights Watch, où les services secrets eux-mêmes ont dit que ça n'a pas existé. On a aussi dit que comme il était très isolé, il avait dû faire venir des milices extérieures, des Noirs, etc. C'est faux, il avait un soutien dans la population. Bizarrement, ce discours n'empêche pas Michel Collomb de donner des conférences dans les milieux altermondialistes, soutenant le printemps arabe. Comme ici au Luxembourg, en présence d'indignés tunisiens et libyens ayant fait la révolution. Quand les États-Unis et l'Europe font une guerre, évidemment qu'on ne va pas dire la vérité aux gens. Nous faisons la guerre pour des raisons économiques et stratégiques. On va toujours prétendre que c'est une guerre humanitaire démocratique. Devant ce public-là, Michel Collomb n'ira pas jusqu'à prétendre que les rebelles libyens étaient manipulés par la CIA. En revanche, il le sous-entend très clairement sur ce plateau de Frédéric Tadei, où il reprend à son compte la thèse du complot visant à remodeler le Moyen-Orient. On a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur le terrain au moins 6 mois avant cette révolte spontanée. Bertrand m'a dit, est-ce que des services secrets américains, en l'occurrence, puisque c'est souvent eux qu'on désigne, ou même européens, sont capables d'organiser quelque chose comme le printemps arabe? Le printemps arabe n'était pensé par personne. D'abord, un fait. C'est la réaction totalement déconcertée des chancelleries occidentales et surtout européennes quand commence le printemps arabe. Mohamed Bouazizi, je vous rappelle, s'immole par le feu le 17 décembre 2010. On ne sait pas si c'est un fait divers dramatique, une sorte de protestation localisée, ou si c'est un peu plus, on commencera à prendre conscience que c'est le début d'un processus de mobilisation de grande ampleur, passé les fêtes de Noël. Pendant tout ce temps-là, on voit les gouvernements flotter, et ce flottement va durer quand même assez longtemps. Il sera un peu moindre, ça pourrait faire plaisir à certains, aux États-Unis, où effectivement Obama accueille avec plus de souplesse le printemps arabe, qu'il va accompagner, mais là aussi, deuxième piège, l'accompagnement, c'est une diplomatie assez pauvre. Et on la voit, Ce que vous voulez dire par là, c'est que
On peut accompagner, c'est-à-dire en gros un tout petit peu aider, peut-être des fois financer des mouvements, des associations démocratiques, mais qu'on ne peut pas considérer que cet accompagnement soit de nature à organiser les révoltes populaires qu'on a vues au moment du printemps arabe. C'est de nature ni d'organiser une mobilisation sociale, et je trouve qu'il faut avoir un peu plus de respect pour la société, les hommes et les femmes qui descendent et qui meurent dans la rue, et de considérer que ce n'est pas des pantins, ce sont des femmes et des hommes de conviction. Lorsque une société prend feu, vous avez beau manipuler une allumette, s'il n'y a pas une véritable conviction pour participer à l'expression de cette violence, celle-ci ne se fait pas. Ne se fait pas. Dans le monde sans dessus-dessous des conspirationnistes, un paradoxe me fascinait. Cette capacité à se passionner pour des théories visiblement orientées et peu fiables, tout en accusant les journalistes, refusant ces propagandes, de pratiquer la désinformation. C'est un peu la thèse du film Épouvantail, Autruche et Perroquet, projeté ici par l'association Reopen 9/11. Son réalisateur, Olivier Taïmans, est venu spécialement de Belgique pour le présenter. Les compliments qui m'ont le plus touché par rapport à mon film, c'est des gens qui n'étaient pas trop sensibilisés et qui disaient bah, merci, je ne vais plus le regarder le JT de la même façon. Autant vous dire que le public de Reopen 9/11 est acquis. Il trouve même que le film ne va pas assez loin dans sa critique des médias. Autruche et perroquet, bon, c'est des petits oiseaux, c'est gentil. Moi je pense qu'il pourrait y avoir plus méchant, c'est toutou et caniche. Et en plus au-dessus, ça serait pute et larbin. Jean-Claude est militant à Reopen 9/11. Avec ses camarades, il anime chaque semaine un stand sur le parvis de Beaubourg pour dire leur vérité sur le 11 septembre ou le fameux complot visant à remodeler le Moyen-Orient. Je suis certain que toutes les interventions extérieures, même actuelles, aujourd'hui en Syrie, il y a un an en Libye, et celles qui sont à venir, d'ailleurs le général Wesley Clark le dit plus loin, ça a un lien avec le 11 septembre. Et ça marche. Ce jour-là, les badauds se sont passionnés pour ces vérités que les journalistes voudraient cacher. N'écoutez plus Radio Paris, écoutez Radio Londres. Voilà, pour ceux qui ont entendu parler de la Deuxième Guerre mondiale. Alors voilà, Radio Paris, c'est les médias actuels, que l'auteur appelle des médias d'occupation. Et Radio Londres, c'est Internet. Alors évidemment, dans Internet, il y a tout. Alors, il y a tout. Vous pouvez, n'importe qui d'entre vous peut écrire toutes les bêtises qu'il veut. Ce discours sur les médias, je l'ai lu 100 fois sur Internet. Il m'a furieusement donné envie de boire un café avec un journaliste du site Mediapart qui a souvent révélé de vrais complots, comme l'affaire Karachi. Fabrice Arfi, vous travaillez à Mediapart, qui est un site internet indépendant, mais qui est animé par des journalistes professionnels. Du coup, j'ai envie de vous demander, vous êtes plutôt Radio Paris ou Radio Londres? Non mais nous on n'est ni Radio Paris ni Radio Londres, on est journaliste. Voilà, donc nous notre métier c'est d'accumuler des faits, de les recouper, de les hiérarchiser, de les historiciser si besoin, de les publier puis de les assumer. Et dans un certain nombre d'affaires, c'était l'affaire Karachi ou l'affaire Bettencourt, nous avons eu maille à partir avec les pouvoirs en place et détricoter ce qu'on appelle des vérités officielles. Dans le cas du 11 septembre, là aussi, bon, évidemment, il y a plein d'éléments qui auraient pu être, comme dans le cas de Karachi, peut-être un attentat attribué à Al-Qaïda à tort. Mais le site Mediapart a examiné tous les arguments, notamment du film Loose Change, et vous êtes arrivé à la conclusion qu'il ne tenait pas. Alors nous, en effet, sur le 11 septembre, il faut toujours faire quand même la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui se posent autour de la grande histoire et du grand récit du 11 septembre. C'est une évidence. Qu'il y a des questions qui se posent sur le jeu dangereux joué par les Américains avec les talibans à l'époque de la guerre froide, qu'il y ait des questions qui se posent sur des manquements des services de renseignement, évidemment. Et ce sont des questions qu'il faut mettre sur la table et dont il faut débattre démocratiquement. Pour autant,
est-ce que les questionnements, les zones d'ombre, comme on dit, qu'il peut y avoir autour d'un événement aussi important que le 11 septembre, nous autorisent à franchir le pas, de dire que le Mossad, les États-Unis ou je ne sais qui d'autre sont à l'origine du meurtre de masse de leur propre peuple, je pense que là, il y a un saut que les documents, les faits, ne permettent pas de faire. Et comment vous expliquez que même lorsqu'on prend le temps de faire ce travail, d'examiner point par point les éléments avancés par Loose Change ou par des associations comme Reopen 911, les gens continuent de ne pas vouloir entendre ces démentis? Moi, je ne suis pas dans le secret des âmes de chacun, dans ce qu'on appelle les conspirationnistes, les complotistes. Je pense qu'il y a plein de personnes différentes. Il y a des gens qui ont envie de comprendre. C'est sain de se poser des questions. C'est tout à fait sain. Mais devenir obsessionnel, là, c'est la ligne jaune qu'il ne faut pas franchir. Parce que l'obsession, c'est le dérapage qui va vouloir vous faire tordre la réalité pour le faire rentrer dans vos vérités, dans vos intuitions. Et là, ça devient un énorme problème pour le journalisme, qui est l'antidote au complotisme, l'antidote au conspirationnisme. Le journalisme pouvait-il défaire le complotisme? Je l'espérais, mais honnêtement, j'en doutais un peu. Or, il me restait encore une épreuve, tenter d'interviewer un conspirationniste. Pas si simple. Thierry Messant n'a jamais répondu à notre demande. Jacques Cheminade, en revanche, a bien voulu nous rencontrer. S'il existe un mouvement politique qui joue sur la fibre du complot, c'est bien son parti, Solidarité et Progrès. Une organisation groupusculaire qui fait son apparition sur vos écrans le temps des élections présidentielles. Et nous serons toujours vulnérables à ce illégal. Nous devons donc... Jacques Cheminade s'y est présenté 3 fois. À partir d'un programme plutôt surprenant, comme envoyer une délégation humaine sur Mars pour défendre l'humanité contre les astéroïdes. Mais pas seulement. Énarque de formation, Jacques Cheminade tient parfois des discours plus sérieux, contre la politique américaine ou le capitalisme financier. En 1995, vous étiez candidat, 0,28% des voix à l'époque. J'avais eu 0,28% des voix, mais j'avais prévu la crise qui allait se produire en 2007-2008. J'avais dit dans 10 à 12 ans, si on continue comme on va, si on ne prend pas de mesures, il arrivera une crise très très grave dans le monde, ça sera une désintégration du système financier et monétaire. Ce que Jacques Cheminade oublie de préciser, c'est que ses intuitions sont très inspirées par un prophète de malheur qui imagine 1000 crises et complots à la minute, Lyndon LaRouche. Un ancien quaker devenu le pape des conspirationnistes américains. Le 11 septembre, il était en direct sur une radio américaine. Et il penchait pour un complot de l'intérieur visant à masquer la crise économique alors que les tours jumelles fumaient encore. Quelques années plus tôt, il pensait que l'homosexualité était un complot du KGB. Aujourd'hui, sa cible s'appelle Barack Obama, décrit comme un sanguinaire et comparé à Hitler pour avoir mis en place un système de santé destiné aux plus pauvres. Mais sa vraie marotte, c'est l'Empire britannique, qui serait à l'origine de tout, de la crise financière au trafic de drogue, en passant par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Des énormités qui n'empêchent pas Jacques Cheminade de se reconnaître dans les idées de son maître à penser. Ces idées m'ont inspiré, c'est certain, elles sont importantes, mais à travers lui, c'est toute une vision du monde, une réflexion sur notre propre histoire, qui, elle, m'appartient en propre. Cette pensée propre s'éloigne en fait très rarement de celle de son mentor. Mais qu'en est-il de ses troupes? Vous les avez peut-être vus, en train de distribuer leur journal « Nouvelle Solidarité » au coin des rues. Bonjour. Alors, vous êtes des gens intelligents. Pour intelligent, on peut dire tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est... Nous avons voulu savoir s'ils adhéraient à la pensée de Lyndon LaRouche, en nous faisant passer pour un sympathisant. Et nous n'avons pas été déçus du voyage. Le bateau qui n'en
panique, tout va bien. Une grosse tempête frappe le bateau financier. Voici notre tutrice, une militante qui connaît par cœur sa leçon version Lyndon LaRouche. C'est vraiment le fond de notre bataille, l'Empire britannique. Voilà. C'est vraiment le fond. C'est la famille royale, par exemple, qui a favorisé l'arrivée au pouvoir de Hitler. Entre autres, c'est eux qui décident ce qu'on appelle l'idéologie d'empire. Et là, sur cette guerre-là qui se prépare à partir du Moyen-Orient, quel est l'objectif, quelle est la finalité de cette guerre? Diminuer la population mondiale. Mais Obama, il veut vraiment tuer des gens? C'est un assassin. Je pense que je ne peux pas être plus clair. C'est un nazi, c'est un assassin, c'est un meurtre. C'est quelqu'un qui tue par plaisir. En 3 semaines passées dans ce mouvement, nous n'avons entendu que des discours de ce type, jamais contredits par les autres membres du groupe. Bonjour, très heureux. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'amusait assez de croiser le fer avec Jacques Cheminade, même si je n'étais pas sûre que nous allions parler le même langage. Jacques Cheminade, d'abord, merci d'avoir accepté le principe de cette discussion-confrontation. Merci de l'invitation, j'espère que nous chercherons la vérité. Oui, mais nous cherchons tous la vérité, à notre manière. Certains le disent, d'autres pas. La reine d'Angleterre, c'est une obsession chez vous. Non, pas pour moi. Ce qu'a dit Larouche un jour, c'est qu'on l'avait accusé d'avoir dit que la reine d'Angleterre était en trafic de drogue, qu'il l'avait jamais dit, mais que parfois il regrettait de l'avoir pas dit. Mais Larouche pense que les attentats du 11 septembre ont été organisés au profit ou à la demande de Dick Cheney. Non, il ne pense pas que c'est à la demande de Dick Cheney. Il pense que Dick Cheney a joué un rôle. Mais il pense que le rôle essentiel a été joué par des gens qui, aux États-Unis, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour l'arrêter. Alors, incompétence, oui, d'un côté. Et de l'autre côté, ce qu'il y a eu, c'est un lien entre services de renseignement dévoyés et en particulier de l'argent qui avait été obtenu dans les fameux accords à Yamama entre le prince Bandar en Arabie Saoudite et des services en Angleterre avec BAE Systems. On est reparti en Angleterre. Il n'y a rien à faire, on part toujours en Angleterre. Non, bien sûr. Dans ce cas-là, ils sont intelligents. Donc c'est les Anglais qui ont fait les Anglais ont fait le 11 septembre. Les Anglais ont fait en partie le 11 septembre avec des fonds et ont alimenté les fonds de l'accord Al-Yamama qui était un grand accord de vente d'armes de BAE Systems avec l'Arabie Saoudite et le prince Bandar a touché 2 milliards sur cet accord. C'est beaucoup. Et le prince Bandar était ambassadeur aux États-Unis. Vous trouverez toujours des gens qui font des profits. Le prince Bandar lui-même a financé des gens qui étaient aux États-Unis. Je peux vous donner les noms. Il y avait Omar al-Bayoumi, il y avait Osama Basnan qui étaient aux États-Unis, des gens présents aux États-Unis et qui ont accueilli chez eux les terroristes du 11 septembre, qui ont même payé des cours pour apprendre à piloter des avions. Mais attendez. Il y a eu ça. Oui, non, mais qui a eu des mécènes de terroristes du 11 septembre liés à l'Arabie Saoudite? Mais ça, c'est établi. Il y a des Britanniques qui soufflent sur la flamme. Expliquez-moi, pourquoi des Britanniques auraient intérêt au 11 septembre? Parce que on ne voulait pas que une présidence américaine passe à l'isolationnisme, comme Bush voulait au départ, et qu'il fallait à tout prix trouver un moyen de préempter ou de faire quelque chose, compte tenu de la crise financière et monétaire qui était déjà à l'époque. Il fallait faire quelque chose à la fois pour détourner l'attention. Tuer 2800 personnes pour essayer de réorienter un peu la politique américaine. Ils sont capables de tout. Mais qui? Ces gens qui sont dans les services de renseignement américains, ils sont un peu fous. Vous pensez vraiment que des services de renseignement sont malades? Déjà, des services de renseignement, ils sont... Il y a des gens malades. Services de renseignement, et des barbares. Ils ont des gens malades et des barbares. Mais des services de renseignement, ils ont des supérieurs. Mais vous imaginez tuer 2800 personnes pour réorienter une politique? C'est pas le service secret en eux-mêmes. C'est un pouvoir politique qui est avec ses services donc il y a des secrets, commanditaires. Il y a des intentions politiques, bien entendu. Donc il y a des commanditaires. C'est ce qu'on appelle cette oligarchie financière. Mais lesquels? C'est des gens qui sont... Cheney a probablement joué un rôle en ne faisant pas remonter l'information et la bloquant à son niveau. Donc il y a beaucoup de gens qui ont joué ce rôle-là. Si j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire, Cheney n'a pas organisé pour vous le 11 septembre, mais il l'a laissé faire. Oui, il a laissé faire. Mais il l'a organisé ou il l'a laissé faire? Il l'a voulu? Moi, j'en sais rien. Mais à ce niveau-là, les informations étaient arrivées et elles n'ont pas circulé. Et ce qui est... C'est facile à dire de l'extérieur parce qu'on ne saura jamais. Ce qu'on voit après le 11 septembre, c'est que les représailles dans toute la lutte contre le terrorisme, et au nom de la démocratie, on ne sert plus la démocratie. Et on dit, voilà, alors vous êtes conspirationniste. Pas du tout. C'est pas conspirationniste de dire que l'administration Bush a profité du 11 septembre pour mener une politique régressive du point de vue des libertés individuelles. Ça, c'est pas conspirationniste. C'est établi par des faits. Par contre, dire qu'aucun avion s'est écrasé sur le Pentagone, par exemple, ça, c'est conspirationniste.
Ça, vu les gens que je ne considère pas. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient que l'intervention Libye était programmée dès le 11 septembre au Pentagone? Je crois qu'il y a des gens qui n'avaient pas seulement sur la Libye, qui ont l'idée d'une intervention permanente pour entretenir, je dirais, le feu. Alors pas nécessairement en Libye, ça pouvait être ailleurs. Et qui ont une vision d'affrontement militaire permanent. Vous savez, Eisenhower, quand il s'est retiré en 1961, il avait dénoncé l'appareil militaro-industriel. À mon avis, il s'est trompé. C'est l'appareil militaro-financier. Et alors, si je peux vous donner juste un conseil, et je pense qu'on terminera là-dessus, je pense qu'il y a suffisamment besoin d'une critique forte du capitalisme financier et même des politiques interventionnistes abusives pour être raisonnable sur ce qui n'est pas de leur ressort. Parce que sinon, vous discréditez votre message et vous discréditez les causes que vous servez. Il y a certains complots qui n'en valent pas la peine, et d'autres qui ne sont pas des complots comme vous le définiriez, mais qui sont des orientations dans l'histoire prises par certaines forces politiques et financières qui suivent toujours un même type de politique, qui est une politique impériale. C'est la politique impériale. Rosa Luxembourg, dans l'accumulation du capital, l'a décrit très bien. Alors à ce moment-là, appelez-les les impérialistes et chacun jugera. Oui, l'Empire britannique, c'est ça. Oui, on y retourne. Écoutez, le dernier mot, ce sera sur l'Angleterre. Je crois qu'on n'en sortira pas. C'est pas l'Angleterre. Oui, c'est l'Empire britannique. Non, c'est l'Empire britannique. J'ai bien compris. C'est pas le Royaume-Uni, c'est pas le Pays de Galles, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Empire britannique. C'est l'Empire britannique comme empire. En terminant cette enquête, j'ai au moins une conviction. Les théories du complot auront longtemps du succès, grâce à un savant mélange entre des parcelles de vérité et de vrais fantasmes. En face, le journaliste se sent parfois désarmé, mais doit s'obstiner à faire douter de tout, sauf des faits.